Philippe Bobola, bonjour. On vous retrouve aujourd'hui près de Genève en Suisse. Alors vous êtes physicien et anthropologue et on vous a interviewé à plusieurs reprises pour le magazine Nexus. Et aujourd'hui on voudrait vous entretenir autour d'une réflexion sur la liberté. Et on voudrait savoir en quoi la notion de liberté est fondamentale selon vous pour notre civilisation. Alors la liberté est un concept clé. On se rappelle de l'esclavagisme. L'esclave, c'est l'absence de liberté. D'ailleurs, libertas, étymologiquement en latin, ça veut dire non esclave. Alors ça m'amène, le fondement de la France, après la Révolution, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors ces trois termes, cette triade, comportent chacun une logique. Donc si on prend la liberté sans contrainte, la liberté du plus fort opprime celle du plus faible. Et donc on débouche sur un totalitarisme de droite, c'est le capitalisme ou le néolibéralisme qui atteint actuellement son apogée. L'égalité utilisée par les communistes, c'est l'uniformisation. Et donc à ce moment-là, on entrave la liberté des gens, puisque par définition, la vie est biodiversité. Donc liberté, égalité forment ce qu'on appelle en philosophie des dyades, ou des logiques incompatibles. La liberté est incompatible avec l'égalité, l'égalité est incompatible avec la liberté. Il reste la fraternité. Et c'est là où effectivement, actuellement, nous avons un sentiment de division. La fraternité, c'est ce qui humanise et harmonise liberté, égalité. Et donc, si effectivement la population n'est plus dans la fraternité, dans la division, il n'y a pas vraiment de frein à liberté, égalité. Y a-t-il eu des freins à liberté, égalité? D'ailleurs, avec le temps, ce qui définit la démocratie dans un pays, c'est la libre entreprise économique. L'égalité, c'est plutôt réservé à des sociétés qui sont dans un communisme primitif qu'on a vite mis à la poubelle. Alors, en tant que physicien, effectivement, on regarde une molécule et si elle a un certain degré de liberté, on va le quantifier. En plus, une molécule, il y a des liaisons. Donc, il y a, comme disait Rousseau, il y a toujours au-dessus de la liberté une loi ou quelqu'un. Donc, on ne peut pas avoir une liberté sans limite. D'ailleurs, la mesure de la liberté, c'est ses limites. Et on en craint de mesurer nos limites au niveau de la liberté actuellement. Je dirais de la liberté, il en est comme de la maladie. C'est quand on est malade qu'on apprécie la bonne santé, c'est quand on est privé de liberté qu'on apprécie d'être libre. Beaucoup de gens sont déjà dans la nostalgie d'un moment de leur vie où ils avaient beaucoup plus de liberté. Alors, il ne peut y avoir de citoyens que s'il y a une libre circulation des faits. Et la philosophe Hannah Arendt disait que la liberté d'opinion est une farce s'il n'y a pas de garantie sur l'information concernant les faits et si ces faits ne sont pas capables par eux-mêmes d'entrer en polémique. Donc on voit bien qu'on est dans une période où on confond faits et opinion. Et ça, c'est déjà un manque de liberté puisque effectivement, on devrait apprécier objectivement les faits. Et c'est le rapport aux faits qui amène des gens à avoir des polémiques. Mais on part sur les faits, pas sur les opinions. Sinon, on rentre dans quelque chose qui s'est généralisé. C'est une histoire de sensibilité. Tu penses comme ça, moi je pense différemment. Il n'y a pas vraiment de vérité. La vérité est relative. Or, un fait est un fait, il ne contredit rien. C'est le rapport aux faits. Donc on voit bien que progressivement en France, les médecins ont perdu leur liberté puisqu'on est en train de mettre en place ce qui est la suite du Conseil de l'Ordre, voilà, où il y aurait un conseil politique sanitaire, où ça serait l'État lui-même qui regarderait l'état de la médecine et des médecins, et donc un médecin, quand il n'est pas dans la droite lignée du gouvernement, perd sa liberté. Et donc il faut faire attention parce qu'on est en train de voir progressivement nos espaces de liberté disparaître. Alors, évidemment, finalement, une communauté, c'est ce qu'on voit en anthropologie, c'est un mélange de liberté individuelle et de liberté collective. Alors justement, quelle différence entre les deux notions? Comme on dit, c'est John Stuart Mill, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il n'est pas de liberté de blâmer, non, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur, c'est ce que dit
Beaumarchais dans Le mariage de Figaro ou La folle journée. Donc on a été pendant de nombreuses années dans la recherche d'une liberté individuelle, le développement personnel, et on se sentait à l'abri avec une sorte de démocratie qu'on n'a pas entretenue. Mais si effectivement la liberté collective imposée par un gouvernement l'emporte sur la liberté individuelle, à ce moment-là, on est dans un espace qui a perdu doublement sa liberté. D'une part, sa liberté individuelle et sa liberté collective. Le but d'un régime politique, c'est d'assurer une liberté collective avec des individus qui, à l'intérieur de ce champ économique et politique, essayent de développer une liberté individuelle. Alors justement, avec l'introduction du pass sanitaire en France depuis quelques jours, comment voyez-vous l'évolution de la liberté du point de vue anthropologique, selon vous ? C'est un apartheid. On a l'impression qu'on a deux types de citoyens. Il y a le citoyen vacciné qui aura tous les droits, pense-t-il, et le citoyen non vacciné qui aura moins de droits. Donc c'est comme si on avait un citoyen de deuxième catégorie. En fin de compte, quand on regarde les faits, même si on est vacciné, il faudra toujours porter un masque. On sera toujours contaminant. Donc on voit bien qu'après 2 injections, il faudra faire une 3e, puis une 4e, puis peut-être à l'infini. Donc personne ne gagne en liberté. Simplement, on amène les citoyens français à être en opposition. Donc attention, parce que tout le monde va y perdre. Parce qu'à ce jeu-là, chaque on va dire, corps professionnel va perdre sa liberté. Et puis, si effectivement les uns commencent à ne plus pouvoir aller là où ils veulent en respectant les lois, d'ailleurs, quelle loi? Il n'y a plus vraiment de 5e République. À coup d'amendements et de décrets, ça a été annulé. On est dans une forme de dictature officieuse qui va peut-être devenir officielle. Je ne vois pas ce que les citoyens divisés ont à gagner. Donc moi j'y vois quelque chose qui nous amène vers une espèce d'affrontement entre les citoyens et qui permet au gouvernement de pouvoir avoir une mainmise sur ses citoyens. Est-ce que vous pensez qu'on a encore justement la liberté de ne pas faire confiance au gouvernement, aux industries pharmaceutiques ou aux industries de la big tech ? Ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois les promesses ont été trahies, ça c'est des faits. Et que finalement, on est rentré dans une dictature technico-sanitaire. Big Pharma a pris un certain pouvoir, donc je ne sais pas comment on peut faire confiance au gouvernement, puisqu'à chaque fois qu'il nous annonce quelque chose, il trahit ses pensées. Si vous regardez, au départ, le masque était inutile, puis après, on a dû porter un masque à l'extérieur. On ne devait pas avoir de vaccination. Maintenant, on parle d'une vaccination qui pourrait être obligatoire. Au départ, on parlait d'une injection, puis de 2, puis maintenant c'est 3, puis 4. Vous voyez, à chaque fois, on a l'impression que c'est la ruse de la raison. C'est-à-dire qu'on amène des gens à espérer une limite. D'ailleurs, vous voyez, beaucoup de gens se font vacciner parce qu'ils ont l'impression qu'en se faisant vacciner, ils gagnent en liberté, mais ils perdent en liberté dans l'absolu. Parce que déjà, premièrement, ils ne pourront pas avoir la liberté, après 2 vaccinations, d'échapper aux autres vaccinations. Il faudra toujours, pour avoir son passeport sanitaire. Et puis finalement, on enlève une liberté pour gagner l'illusion d'une autre liberté. Certains commencent à avoir des difficultés pour voyager. On dit que certaines compagnies aériennes refusent les gens vaccinés. Donc il arrivera peut-être un moment où les gens vaccinés deviendront les parias parce qu'ils seraient porteurs potentiellement d'une infection. Je trouve que dans cette crise, ce qu'on a vu, c'est une espèce de logique absurde qui est basée sur la dissonance cognitive, où les gens ont une sorte de mal-être parce qu'on a l'impression qu'on fait comme dans le tango, un pas en avant, un pas en arrière, sans qu'il y ait une logique qui se dégage clairement. La logique qui se dégage clairement, c'est la volonté d'avoir un contrôle absolu sur les citoyens. Il suffit de regarder le Forum économique mondial pour voir vers quoi on veut nous amener, quoi. C'est-à-dire une surveillance absolue, donc le contrôle d'une liberté, comme si le citoyen devait être protégé contre lui-même. Vous voyez, on ne fait plus confiance au corps, on doit être vacciné, on ne fait plus confiance aux citoyens qui pourraient avoir une éthique et une morale. Il faudra des caméras à reconnaissance faciale, bientôt il faudra avoir une identité numérique. Tout ça nous amène vers une espèce de surveillance absolue
qui fait que notre liberté elle va disparaître. Qu'est-ce que ça révèle selon vous, du point de vue de l'anthropologue que vous êtes aussi, ce troc de la liberté contre la sécurité ou contre une pseudo-sécurité? Ça révèle déjà, premièrement, une espèce de volonté d'avoir un pouvoir absolu sur le citoyen, une sorte d'état paranoïde, où le citoyen, il faut absolument le surveiller 24 heures sur 24. Ça nous révèle qu'on essaye de nous vendre le modèle chinois avec les crédits sociaux, etc. Et puis, quand on réfléchit, y a des gens qui vont se faire vacciner pour revenir comme avant, mais on ne reviendra jamais comme avant, ou pour avoir la possibilité ou la liberté de voyager. Donc je les appelle les comme-avantistes, mais ça ne marchera pas non plus. Il y a les comme-avantistes voyagistes et économiques. Alors ça révèle la difficulté que les gens ont de se positionner. Je peux comprendre que ça soit difficile, mais à chaque fois que se pose une contrainte du gouvernement, on est face à la liberté. Est-ce que je dois me faire vacciner pour avoir la liberté de travailler? Oui, non. Vous voyez, et c'est sans fin. Ça a commencé par le personnel médical. Maintenant, on voit que les médecins vont être surveillés. Alors après, on va enchaîner avec les enseignants. Les instituteurs, tout le corps professionnel, puisque c'est comme en Chine, on veut avoir une surveillance absolue 24 heures sur 24 avec caméra reconnaissance faciale, identité numérique, etc. C'est ça que je vois. Depuis quelques semaines, avec les débats au Parlement sur le pass sanitaire et puis là l'introduction, on va dire, dans la pratique, sur le terrain de l'utilisation de ce pass sanitaire, se sont multipliées les manifestations contre cet outil de contrôle. Comment vous voyez-vous évoluer la contestation en France depuis quelque temps? Quand effectivement on a le choc du réel, on passe par des étapes qu'on appelle la vallée des larmes. Donc la première à avoir étudié ces étapes, c'est Elisabeth Kubler-Ross. Quand on annonce à quelqu'un qu'il a une maladie grave et que ses jours sont limités, il y a d'abord le choc thanatique et puis après il y a une sorte de colère, il y a un marchandage, une dépression, puis une acceptation. Et donc c'est pareil, tout changement entraîne le passage par ces étapes. Donc beaucoup de gens vont passer du déni, mais non, le gouvernement ne veut pas nous imposer une forme d'état totalitaire. Et immédiatement, quand on sort du déni, c'est la colère. Et donc beaucoup de manifestants vont être tentés de se révolter. Et c'est là où effectivement il faut faire attention parce que l'État est prêt à cette révolte. Parce que c'est ce qu'il sait faire. Surveiller et punir. Voilà, on sait très bien que le gouvernement s'est préparé à ça. Vous pensez que ça peut être on va dire, presque l'envie du gouvernement de laisser les choses se déliter, voire de provoquer un peu plus les citoyens et de laisser une situation s'enfoncer dans de la violence, voire peut-être même laisser faire quelques black blocs. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie d'ingénierie sociale? C'est une hypothèse, en tous les cas, elle est prise en compte en ingénierie sociale. Si on regarde l'histoire des pouvoirs, on peut créer un incident. C'était le cas d'Hitler qui avait incendié le Reichstag. Pour mieux mettre en avant cet incident et justifier le retour à l'ordre. Voilà. Donc dans une théorie mathématique qu'on appelle la théorie des jeux, où on essaye de voir les stratégies de deux joueurs qui vont s'affronter, un joueur A et un joueur B. Le joueur A étant l'État, lui, il amène le joueur B à aller dans le terrain qu'il maîtrise bien. Et la maîtrise, l'ordre, c'est sa force. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de guerre 4.0 qui entraîne une dissymétrie puisque le pouvoir en place a le pouvoir de l'armée. Là, il faudrait que l'armée aussi réfléchisse et se positionne. Le pouvoir de la police, le pouvoir de la gendarmerie, le pouvoir de l'information. Et donc, quand on arrive à avoir le pouvoir, on va dire, autoritaire qui est véhiculé par l'armée, la police, la gendarmerie et le pouvoir de l'information, effectivement, le peuple est dans une situation dissymétrique. Donc, peut-être, c'est une hypothèse qu'on peut émettre, la stratégie que le gouvernement maîtriserait mieux, ça serait une insurrection, voire une révolte. Et donc, le cerveau est programmé pour passer du déni à la colère, puis de la colère à la peur.
Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ont été se faire vacciner par peur de ne plus pouvoir vivre et d'avoir une pseudo-liberté illusoire. Puis après, il y a la dépression, il y a la tristesse, puis après on remonte avec l'acceptation, le pardon de la situation. La quête de sens et puis la sérénité retrouvée. Et donc, si on regarde cette vallée des larmes, c'est une vallée qui a la forme d'un U, on décroît en énergie, puis après on remonte. Alors, question un peu spontanée comme ça, est-ce qu'on peut éviter cette décroissance? Est-ce qu'on peut aller directement de l'autre côté de la vallée? C'est un peu difficile, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que si effectivement les gens prennent le choc du réel, ils vont passer par la colère. Et donc là, il y a un exutoire qui se fait. Vous voyez, sinon, on avait fait une émission là-dessus sur Nexus, en inhibition de l'action. Le cerveau est fait pour agir. Quand il peut ni agresser, ni fuir, il s'auto-agresse. Donc il faut qu'il trouve une action extérieure, exogène. Et donc la violence peut être une voie. Moi, je pense que peut-être c'est là où il faut faire appel à des vrais changements de paradigme, notamment sur le temps. C'est mon travail de physicien théoricien. Est-ce que c'est le présent qui fait le futur ou c'est le futur qui fait le présent? À ce moment-là, on peut avoir une action par la non-action, comme disent les bouddhistes, c'est-à-dire qu'en se mettant dans un état intérieur où on appelle un nouveau monde qui ne passera pas forcément par cette révolte où il y aura vraiment, je pense, du sang, peut-être qu'on peut changer la potentialité du futur. Est-ce qu'on peut appeler ça, on va dire, le pouvoir de l'égrégore? On peut appeler ça le pouvoir de l'égrégore, on peut appeler ça le pouvoir de la pensée, on peut appeler ça l'action sur le futur. En tous les cas, si on nous met dans un état de colère, de peur, d'angoisse, de stress, d'anxiété, on va attirer le futur correspondant. C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisées. Si on se met dans un état intérieur où on envisage un futur qui ne passe pas par le grand reset, où on sait qu'on va vers le transhumanisme, un pouvoir absolu, un biopouvoir, une intrusion dans nos corps, une profonde inégalité entre ceux qui auront les moyens du transhumanisme et ceux qui ne l'auront pas. Donc on retrouve la mythologie avec des dieux qui avaient, selon la mythologie grecque par exemple, l'immortalité, les demi-dieux et puis les simples mortels. Donc je pense que nos auditeurs doivent regarder le Forum économique mondial où tout est annoncé et voir qu'est-ce que c'est que le Grand Reset. C'est un formatage pour qu'on impose à chacun une vie basée sur la surveillance, l'absence de liberté, etc. Donc accepter les conditions du gouvernement, c'est aller de plus en plus vers ce Grand Reset et s'écarter du Grand Réveil. Est-ce que vous pensez qu'il est plus efficace du coup de faire un travail, de faire ce travail un petit peu spirituel, individuel, plutôt que d'aller manifester? Je pense que oui. Alors chacun aura une option, mais il faut éviter l'emballement qu'il peut y avoir actuellement, puisqu'on sent que le gouvernement est dans une forme de provocation. Et puis, il faut utiliser les forces spirituelles, parce que c'est vraiment une guerre spirituelle. Pour moi, le transhumanisme, c'est vraiment une atteinte à nos âmes, hein. C'est une atteinte à l'humaine nature. C'est une façon de rendre l'humain post-humain au profit d'un être qui est entièrement formaté, surveillé, défini par le Grand Reset. Et je pense que c'est très très efficace. Alors peut-être qu'il peut y avoir les deux, mais surtout éviter la violence, parce que là on rentre dans le piège, comme dans la théorie des jeux, où le gouvernement sait très bien répondre à ça. C'est sa principale stratégie. D'ailleurs, il s'y est préparé. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir ? Oui, je suis confiant à long terme. Je pense qu'à court et à moyen terme, on passera par des moments délicats. C'est aussi une épreuve, je dirais presque spirituelle, hein. C'est une foi qu'il faut mettre dans sa vie et un positionnement. Être libre, c'est se positionner, hein. La liberté, d'ailleurs c'est notre cher président qui l'avait dit, on ne la donne pas, on la prend. Alors c'est se positionner, je pense qu'on est amené à se positionner. Donc il faut réfléchir parce qu'effectivement pour essayer de gagner quelques mois, on risque de perdre définitivement nos libertés. Donc les gens doivent se positionner sur le fait que peut-être ils ne se feront pas vacciner avec les conséquences sur leur travail. Et puis
on a des moyens de paralyser le pays. Hein. Je veux dire, il suffit par exemple de ne plus aller chez les commerçants qui ont le pass sanitaire. Il suffit de boycotter tous ces espaces économiques pour que ça se grippe. Hein. On a quand même une marge de manœuvre. Par contre, si on continue à vivre comme on vivait avant, avec des restrictions, et que voilà, le gouvernement il avance, oui, effectivement, là on va tout droit dans le grand reset. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que ça nous amène aussi à s'unir, parce que finalement, vaccinés ou non vaccinés, c'est pas le problème. Le problème, c'est le plan qu'on nous propose avec le grand reset. On commence à voir des gens vaccinés qui ont conscience qu'ils se sont fait avoir, entre guillemets. On leur a vendu quelque chose en leur disant vous êtes vaccinés, puis après vous reprenez votre vie, mais c'est sans fin, quoi. On parle de vaccination tous les 6 mois, tous les mois, pourquoi pas toutes les semaines, vous voyez. Donc c'est un vieux procédé, diviser le peuple pour mieux le contrôler, quoi. Donc c'est ça, l'apartheid, c'est peut-être de prendre conscience que en étant unis, on a une force contre nos gouvernements, et que nos gouvernements peuvent être complètement désorientés si on leur propose des stratégies auxquelles ils ne sont pas prêts. Et c'est ce qu'on voit dans la théorie des jeux. Un adversaire est désarçonné quand on lui propose quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Merci beaucoup Philippe Bobola pour cette réflexion. Merci à Nexus et merci à Marc. Au revoir. À bientôt.